vous êtes venu témoigner de la torture que vous avez subie de 6 à 9 ans avec votre petite sœur qui elle n'avait que 2 ans de moins que vous. Vous êtes placé à la DAS, puis après on vous place chez un couple, Monique et François, qui devient votre famille d'accueil, Oui. ce que vous racontez. Quelles sont vos premières impressions quand vous arrivez, ce couple? Déjà, on est complètement perdu puisqu'on nous sépare de notre cocon familial, de notre mère, de notre famille. Pourquoi on vous a enlevé de votre famille? On a été victime d'un signalement. On a été placés parce que nous étions injurieuses à l'école maternelle et qu'il nous arrivait parfois de louper en fait la classe. Il faut savoir qu'à l'époque, ce n'était pas obligatoire. Donc voilà, ça a conduit à ce placement. Et vous étiez heureuse chez vous? Mais on était très heureuses, on ne manquait de rien. Bien sûr. On avait de quoi manger, on avait une famille aimante. Donc, et vous êtes fait placer, Oui. Donc on vous sort de chez vos parents, alors que, contre votre gré, contre le gré de vos parents, et on vous place dans une famille. C'est déjà ça, ça démarre, déjà c'est n'importe quoi. C'est encore, à chaque fois dans cette émission, on marche sur la tête de toute façon. Dès qu'on arrive, on voit que rien ne va. C'est n'importe quoi. Vos premières impressions donc, sur le couple qui vous accueille? On est arrivé, on est rentré dans cette grande maison. Ouais. C'était une très belle maison. Le couple parfait avec 2 enfants. D'accord. Un chien. On est quand même perturbés parce qu'on perd tous nos repères. On perd ma mère, on perd notre famille. On se retrouve, moi j'avais 6 ans, donc j'étais une gamine, ma petite sœur 4 ans. On se retrouve à rentrer dans une maison immense. On est en train de pleurer et tellement on pleure, on s'endort. On s'endort dans la chambre de la fille de la famille d'accueil et on se réveille la nuit. Et quand on se réveille, on se rend compte que c'est bien la réalité, qu'on n'est plus avec notre famille. On ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qui se passe. C'est incroyable. Donc vous êtes avec votre petite sœur, oui. Qui a 2 ans de moins que vous. Oui. En fait, très vite, vous devenez témoin de scènes de torture, oui. De viol sur d'autres enfants. Oui. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui s'est passé? Peu de temps après notre arrivée, j'entends des hurlements d'un bébé. Il y avait 2 enfants. De quel âge? 11 mois. Et un enfant de 5 ans. 7 ans. 5. Et en fait, j'ai traversé tout le couloir, toute la coursive de la maison. J'ai monté les escaliers. Je suis arrivée dans la chambre. Et elle était en train d'enfoncer un bâton dans les fesses du bébé. Donc voilà, ma petite sœur est arrivée directement. Et quand j'ai voulu intervenir, je lui ai mis des coups de pied, j'ai craché sur elle pour qu'elle lâche le bébé. Vous aviez quel âge là? J'avais 6 ans. 6 ans. Donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Et là, elle m'a attrapée, elle m'a emmenée dans la salle de bain. Elle m'a noyée dans l'eau froide. J'ai commencé à appeler ma petite sœur. Elle m'a dit, tu veux ta sœur? Elle est partie la chercher. Elle a ramené ma sœur. Elle a commencé à noyer ma sœur à côté de moi. Il a fallu attendre de longues minutes avant qu'elle nous lâche. J'ai cru qu'on allait mourir. Et elle nous a relâchés pile poil au moment où on suffoquait tellement que... Voilà. Bon, donc votre calvaire commence ce jour-là, vous voulez vous interposer, Oui. Et, parce que vous êtes témoin de cette scène tragique. Et il paraît que vous arrivez dans une pièce remplie d'excréments, où un enfant, et donc l'enfant hurlait, c'est là que vous voyez ça, mais il a été rempli d'excréments la pièce? Oui. Son frère me disait « Tata, mon bébé », pour que j'essaye de sauver le bébé, mais en fait, j'étais qu'un enfant. Alors, ensuite, donc... comment ça se passe au quotidien? Parce que là, c'est le début. Elle nous traîne dans les escaliers. Donc là c'est la maman de votre famille d'accueil. Est-ce que le papa était là? Est-ce qu'il était au courant? Bien sûr, il était à côté d'elle au moment où... Et lui, il n'avait aucune réaction? Aucune réaction. Aucune réaction. Et il participait avec sa femme. Alors, quand ce cauchemar démarre, qu'est-ce que vous dites la première nuit? Vous savez que là, vous êtes dans une famille que vous n'avez pas choisie. Vous avez quitté votre famille alors que vous vouliez rester avec elle. Et vous vous retrouvez avec des gens qui font subir des sévices à des enfants. Vous dites quoi, le premier soir? Qu'est-ce que vous dites à votre petite sœur? On n'arrive même plus à parler. On se retrouve, on est
On est choqués parce qu'on n'avait jamais pris de coups. Nous, on ne savait pas ce que c'était de se faire taper, on ne savait pas ce que c'était de se faire noyer. On savait... Quand j'ai vu la scène avec le bébé, pour moi, je n'avais jamais vu ça. On se retrouve dans la pièce, on ne bouge plus. On nous a laissés nus avec une serviette qu'elle nous avait balancée. Et ensuite, là, le cauchemar va devenir quotidien. Qu'est-ce qui se passe au quotidien? Au quotidien, c'était les réveils très tôt le matin. C'est-à-dire quelle heure? Vers 6 h du matin. Il arrivait aussi qu'il fasse nuit. D'accord. Elle nous descendait du côté... Alors c'est surtout la maman qui... Oui, lui aussi, mais... Lui, il était plus... c'était plus suiveur, en fait. Hein. Il était suiveur, mais il a participé à des choses dont je ne vais pas parler ce soir. D'accord. Voilà. Donc le matin, on emmenait ma sœur dans les toilettes pour l'étouffer avec un entonnoir. Elle mettait de la nourriture dans l'entonnoir. Donc moi, j'attendais derrière la porte que ça se termine. Donc ma sœur, elle hurlait la mort. Et elle lui mettait dans l'entonnoir la nourriture. C'était des petits pois, du riz, du poisson. Et ma sœur, elle s'étouffait. Je ne pouvais rien faire, j'attendais. Et il fallait que ma sœur avale, sinon on ne partait pas à l'école. Il paraît que vous ont obligé à manger de la cervelle d'agneau cru. Oui, c'était les repas. Elle nous obligeait à manger de la cervelle d'agneau cru, qu'elle allait chercher régulièrement au supermarché. Puis elle nous disait, ça c'est ton cerveau, il faut que tu le manges. Qu'est-ce qu'il vous disait quand vous protestiez vos bourreaux? On ne pouvait pas protester, de toute façon. Les seules fois où on a essayé de protester, c'est d'essayer d'attraper les mains. On ne pouvait pas, c'est pas possible. Ils avaient 6 ans et 4 ans. C'est impossible de protester, de dire quoi que ce soit. On les suppliait, on se mettait à genoux au sol pour qu'ils arrêtent. Vous avez fini par accepter ce quotidien de torture? Bien sûr, on n'avait pas le choix. Ils vous faisaient croire que c'était mérité, eux, ils vous disaient quoi? C'était normal, en fait. Nous, on pensait qu'on avait fait des bêtises, donc on disait qu'à la fin, c'était ça. Mais eux... Vous êtes des pouilleuses. Vous êtes des enfants de la DAS, on ne vous croira jamais. Vous pouvez rien dire. Vous avez assisté à d'autres scènes d'horreur vécues par les autres enfants? Il y a eu ça, mais les autres scènes, on ne les a pas toutes vues. Vous entendiez des cris? On entend des cris. Mais toutes les autres scènes de torture, c'était souvent sur ma sœur. Et c'est difficile, en fait. Quand on force votre sœur à manger un plat de pâtes énorme, on lui dit, il faut que tu le finisses, tu vas le finir. Quand on l'attrape par les cheveux, qu'on la met dans la cave, qu'il y a d'autres choses comme ça, c'est compliqué. On s'est réveillé plusieurs fois la nuit dans un endroit dont on ne se souvenait pas d'avoir été emmené. Et vous vous retrouvez dans une pièce dans le noir, où vous êtes bloqué au milieu de la pièce. Il y a votre sœur qui vous attend au milieu de la pièce, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de fenêtre. Donc je disais à ma sœur, reste là, bouge pas, puis je vais toucher au sol, contre le mur, voir s'il y a une porte. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Tu finis par revenir au milieu de la pièce, dans le noir, et tu attends. Donc on s'est évanoui, plus rien. Vous étiez combien d'enfants placés chez ce couple? On était 1, 2, 3, on était 4. Vous vous rendez compte, 4 enfants placés chez un couple. Ils enlèvent les enfants chez leurs parents contre leur gré, parce qu'il y a eu une plainte, parce qu'ils n'allaient pas à l'école, je sais pas quoi, ils avaient un mauvais comportement à l'école. Ils se retrouvent dans une famille qui fait subir ça. Est-ce que vous vous rendez compte de cette ineptie, une fois de plus? On voit que ça tourne à l'envers, de toute façon, dans le pays, ça tourne à l'envers. Est-ce que vous avez essayé d'en parler à un adulte? Oui, bien sûr. À qui? J'allais voir la psychologue de l'organisme de placement. D'accord. La psy, donc j'en ai parlé. Je lui ai dit des scènes que j'avais vues. Je lui ai dit ce que j'ai vu sur la petite. Je lui ai dit ce qu'elle nous faisait, qu'elle nous faisait dormir dans la cave, qu'on mourait de faim. Sauf qu'elle me dénonçait. J'ai prévenu l'éducatrice, il y avait le directeur. Et ils en parlaient aux parents derrière? Ils m'ont dénoncé. Et donc derrière, c'était pire? Mais c'était pire. Tu as parlé, Lina t'a parlé, et au moment de rentrer, c'était la nuit dans la cave. Et là, tu sais que tu parles une fois, 2 fois, tu ne peux plus parler, parce que c'est pas possible. Dans une interview, vous dites que vos bourreaux étaient malins, parce que les sévices que vous subissiez ne laissaient pas de traces. Bien sûr. Ouais. On peut pas remarquer que... Personne n'a rien remarqué à l'école? Non.
Et à l'école, vous n'en avez pas parlé même à vos copines? Non, j'ai fait une grosse crise d'angoisse un jour à l'école. Ce qui a mené d'ailleurs au fait qu'elle nous sorte de cette école parce qu'elle avait peur que je parle. D'accord. Donc voilà, j'en pouvais plus des nuits dans la cave et des bestioles qu'elle me mettait dans mes vêtements. Donc le truc, c'est que quand je suis arrivée à l'école, j'ai craqué. J'ai couru, je me suis enfermée dans les toilettes, je voulais voir ma sœur. J'avais besoin de me rassurer avec ma sœur, j'en pouvais plus. Et là, elle nous a changé d'école parce qu'elle sentait que j'allais parler dans l'école. Au bout de 3 ans de cet enfer, vous retournez chez votre mère. Comment vous avez pu retourner chez votre mère? On voyait ma mère le mercredi. D'accord. Vous n'en aviez pas parlé à votre mère? Non. On ne pouvait pas en parler à ma mère. Parce qu'elle nous disait qu'elle allait tuer ma mère, qu'elle allait lui faire du mal. Et qu'on reviendrait chez elle, qu'on ne rentrerait jamais chez notre mère. Donc il fallait surtout qu'on ne parle pas. On avait tellement peur de cette femme qu'il fallait rien dire en fait. Et donc vous retournez chez votre mère, là vous découvrez une vie normale. Et derrière vous lui en parlez un moment ou pas du tout? Pardon? À votre mère, vous lui en avez parlé à quel moment? Non, ma mère elle a tout appris l'année dernière. Sur les réseaux. Incroyable. Parce qu'on voulait la préserver. On ne voulait pas lui faire de mal. Et puis on avait honte de raconter notre histoire, en fait. Ça fait des années qu'on se bat pour pouvoir obtenir justice. Et vous ne pouvez pas dire à votre mère tout ce que vous avez subi parce qu'on va la faire culpabiliser. Incroyable. Des années plus tard, vous et votre sœur, vous apprenez par la police que l'un des enfants avec qui vous viviez en famille d'accueil, qui avait 1 an à l'époque, avait été violé au point d'en devenir autiste. Oui, on a laissé le petit bébé. Arnaud, il avait 11 mois. Et c'est à ce moment-là que vous décidez d'en parler, de rendre cette affaire... La gendarmerie vient nous chercher. Oui. Donc là, il nous demande comment ça s'est passé là-bas. Et puis il nous parle rapidement d'Arnaud en nous disant qu'il n'est pas bien. Et c'est à ce moment-là, moi, que je me suis effondrée. Ma sœur, elle était dans une autre pièce avec d'autres gendarmes. Et là, je répète, en fait, tout ce qui s'est passé pour nous tous. Et en fait, Arnaud, lui, il a été violé. Ils lui ont fait des choses encore plus graves que ce qu'on a vécu nous. Donc voilà. Alors, finalement, de ces 3 années, vous et votre sœur, vous gardez des séquelles? Bien sûr. Qui vous empêche encore aujourd'hui de vivre une vie normale. On va revenir sur l'aspect judiciaire dans un instant avec notre avocate, avec maître Anne-Claire Lejeune, pour savoir où ça en est. Mais vous avez des séquelles, bien sûr, à vie. Quelles sont ces séquelles? On est claustro. On a du mal à dormir correctement la nuit, on a peur du noir, on est obligé de dormir avec la télé ou une lumière. Il est impossible pour vous de manger autre chose que des liquides? Alors ma petite sœur, ma sœur, elle ne peut toujours pas manger. Elle est obligée de s'alimenter que de liquide. Quand on vous met un entonnoir dans la gorge, je vous laisse imaginer le truc, quoi. On vous massacre en fait. Donc elle peut manger que liquide. Donc peut-être qu'elle ne remangera plus jamais normalement. Moi, j'arrive à manger des trucs tout bêtes, quoi. Ça peut paraître bête, mais j'arrive à manger des coquillettes. J'arrive à manger du blanc de poulet. Des choses comme ça que j'aurais jamais pu manger avant. Moi, ce qui nous rend fou, c'est qu'on l'a vu dans le reportage de Zone Interdite, vous avez été à la rencontre de ce couple qui vit une petite vie tranquille. Oui. Je vous dis, depuis le temps des jours et des jours que je fais cette émission, et à chaque fois, je me dis, on est dans un monde incroyable. On est dans un monde qui ne tourne pas rond. On est dans un pays où tout marche à l'envers. Donc eux, ils sont tranquilles chez eux, ils vivent une vie normale, paisible. Totalement, ils vivent. Comment ça se fait ça, maître? Non mais ce dossier est absolument hallucinant et malheureusement c'est vrai qu'aujourd'hui on entend ce témoignage mais elle se fait l'écho de aussi beaucoup d'autres victimes qui n'ont pas forcément la force de parler. Comment se fait-il que ces gens soient en liberté, tranquilles chez eux? Pourquoi sont-ils en liberté? Alors dans le cas présent, je pense qu'il y a eu très clairement des dysfonctionnements du côté de la protection de l'enfance. C'est ce que disait le reportage hier. Là on a un exemple concret. Non mais il y a eu un jugement parce que... Apparemment, il y a eu des témoignages, puisque la police, la gendarmerie a été... Il n'y a pas eu de jugement. 2002, Lina et sa sœur sont entendues en qualité de témoins. 2002, il y a 20 ans. S'agissant de la procédure qui porte en fait sur les faits dénoncés par leur petit frère. Exactement, voilà, c'est ça. Donc à ce moment-là, Arnaud, dont on parlait il y a un instant. En tant que témoin. Ce qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est que le procureur ne juge pas utile d'élargir les poursuites au fait que... Non mais ils ont le témoignage des deux filles.
Et bah pour autant... Derrière, il y a le petit, il y a l'affaire du petit, donc ils les entendent en tant que témoins. Écoutez ça chez vous, parce qu'il est 21h11, on marche sur la tête encore une fois. Derrière, eux, elles font un témoignage accablant et dans lequel elles racontent leurs sévices et elles racontent tout ce qu'elles ont vécu. Et derrière, ils n'ouvrent pas d'enquête, ils restent sur le petit Arnaud, ils disent bon, on va voir déjà, c'est là, au lieu. Mais moi, je vous dis, quand on entend ça, je vous dis franchement, on ne peut plus croire en rien. Ici, on se dit, je suis désolé. Là, une fois de plus, c'est un truc où on se dit, moi, je suis le père biologique des 2 petites filles, je vous dis, ça se termine très mal. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, bah, c'est devenu n'importe quoi. Aujourd'hui, comment la justice a pu passer à côté d'un tel cas? Et comment ces gens sont encore en liberté? Il me dit qu'ils ne continuent pas. Non mais oui, bah ça c'est sûr. Et pourquoi ils sont encore en liberté? Alors, ça, moi, je ne peux pas y répondre. Ce qui est certain, c'est que l'INA a dans l'intention de, par la suite, faire aussi une procédure pour faute lourde contre l'État. Il y aura certainement des responsabilités à identifier. Ça, c'est évident. Depuis le début, il y en a au niveau... Elle vous dit, j'ai dénoncé les faits à l'éducatrice, j'ai dénoncé les faits à la psychologue. Pour autant, rien n'a bougé, rien du tout. Et après, quand enfin elles sont entendues en tant que témoins, eh bien, le procureur ne fait pas de réquisitoire supplétif. Et effectivement, ces faits pour lesquels elles sont victimes ne sont pas inclus dans la procédure. Donc il faut attendre finalement 2019 pour que l'INA et sa sœur décident de déposer une plainte au commissariat, une plainte gérée formelle. Durant ces 3 années, donc de 2019 à ce jour, il ne se passe rien du tout. Et là, il y a eu une plainte de déposer auprès du juge d'instruction pour qu'on puisse enfin avancer. La famille d'accueil, elle a eu l'agrément pendant combien d'années? Alors déjà, on ne sait même pas si véritablement elle a un agrément. On nous a dit qu'elle aurait été licenciée. J'émets des interrogations à ce sujet-là. Voilà, on n'a pas d'informations. Par contre, je sais qu'elle a essayé de se faire embaucher dans d'autres départements. A priori, elle a continué à exercer pendant pas mal de temps. Voilà. Jusqu'à leur retraite. Donc aujourd'hui, eux, ils ont quel âge? 66 ans et 71 ans. Je suis bien au courant, elle a la même date de naissance que moi, cette femme. D'accord. Donc, je ne pourrai jamais l'oublier pour mon anniversaire. D'accord. Et aujourd'hui, donc ils vivent paisiblement chez eux, ils sont tranquilles. Oui. Vous, de voir ces gens qui continuent à vivre normalement, ça vous fait quoi? Bah, ça fait mal parce que finalement, on se dit que tout ce qu'on a vécu, on peut faire n'importe quoi sur des gamins et on peut se retrouver à vivre comme ça en toute impunité. Notre petit frère de placement, il est dans un centre spécialisé pour les enfants en difficulté. Il a de très faibles moyens, il a une vie qui est complètement gâchée, il n'aura peut-être jamais d'enfants. J'ai ma sœur qui ne peut pas travailler, ils nous ont gâché nos vies. Voilà, j'ai de la chance d'avoir une activité professionnelle, mais quand ça ne va pas, je me retrouve en arrêt maladie parce que mon corps, il ne suit pas. Voilà. Donc c'est honteux. Et eux, ils vivent une vie normale. Ils vivent très bien. Leurs enfants vivent une vie normale, leurs petits-enfants, c'est pareil. Vous n'avez pas essayé d'aller voir leurs enfants? Non. Non. Ils nous ont jamais porté secours. Ils nous voyaient nous faire massacrer, nous faire enfermer dans la cave. Jamais ils nous ont proposé de nous donner ne serait-ce qu'un petit truc à manger. On ramassait les miettes dans la voiture pour pouvoir manger des miettes de gâteau. Je vous dis, on entend des choses incroyables. Hier encore, vous avez vu aussi, Lola, 12 ans, a été assassinée d'une manière atroce à Paris, vendredi. À 23h, un SDF découvre une balle renfermant le corps sans vie de Lola et prévient les secours. On pense bien sûr très fort à sa famille ce soir.